Hey, salut! Tu me connais pas, mais c'est grâce à moi que t'es en vie. Là, c'est moi qui fais avancer cette voiture, là, c'est moi, et ces montagnes, eh bien, c'est un peu moi qui les ai créées. C'est pas la classe, ça? Bon, après, j'avoue, quand je suis de mauvais poil, je peux détruire des villes ou tuer des gens, mais on m'aime bien quand même, hein. Les gens se battent pour moi, j'ai même déclenché des tas de conflits. Non, je suis pas Dieu, je suis. Salut à tous, j'arrête de jouer à Julien Lepers. Aujourd'hui, on lance une série de vidéos sur un sujet à la fois géographique et artistique, géopolitique et économique, environnemental, historique et scientifique, l'eau. Et ouais, c'est moi. Dans cette série, on va voyager un peu partout sur la Terre et dans l'espace pour parler des conflits liés à l'eau, des moyens pour arrêter de gaspiller la ressource, des légendes et des génies de l'eau et de tout un tas d'autres choses. Alors pour ce premier épisode, on part en Australie pour tenter de répondre à plusieurs questions à partir de l'article de Sylvia Flaminio paru sur Géoconfluence. Comment on fait pour gérer l'eau dans un pays qui fait 14 fois la France métropolitaine et qui ressemble soit à ça, soit à ça? Et puis, pourquoi le projet de construction d'un barrage hydroélectrique a-t-il engendré une immense controverse dans les années 80? Réponse tout de suite. Question 1, la météo en Australie. Alors en Australie, les habitants ont une vraie peur de la sécheresse, et il y a de quoi. L'Australie dispose de moins de 1% des ressources mondiales en eau douce, et sur les précipitations annuelles, 87% sont consommées par l'évapotranspiration, et seul 1% alimente les eaux souterraines. Le pays a aussi connu plusieurs sécheresses qui ont façonné l'identité du pays et inspiré les peintres et les écrivains, mais qui ont aussi eu de vraies conséquences, notamment économiques et environnementales. Par exemple, la sécheresse de 79-83 a entraîné une perte de 3 000 millions de dollars de PIB environ, et d'autres ont décimé 50% des troupeaux de moutons. Et alors, pourquoi ces sécheresses? Eh bien, elles sont notamment dues à des phénomènes météorologiques comme le dipôle de l'océan Indien ou l'oscillation australe. Je vous mets tous les liens en description pour en savoir plus. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'avec le réchauffement climatique, ces sécheresses que les Australiens nomment Hungry Summers risquent de se multiplier. Bon, du coup on a la réponse. L'Australie c'est un pays sec qui manque d'eau. Alors c'est pas si simple que ça, et l'auteur le dit. L'Australie est un pays à la fois sec et humide. Faut que tu m'expliques là. Bien d'abord parce que, comme le pays ne représente que 0,3% de la population mondiale, il dispose en fait d'une grande quantité d'eau douce par habitant. Et puis en plus, il est touché par des inondations fréquentes. Ensuite, l'Australie est un pays où les contrastes climatiques sont importants. Les 2/3 du pays sont désertiques ou semi-arides et les précipitations se concentrent sur les côtes nord et surtout est, là où se trouve environ 90% de la population. Et du coup, question 2, on va voir comment un pays aussi immense va gérer une ressource aussi complexe. L'Australie, c'est un pays constitué de 6 États. Après les sécheresses des années 1880, ces États vont chercher à gérer eux-mêmes la ressource en eau. Ils vont se rendre propriétaires de la ressource et réaliser des aménagements hydrauliques ou des travaux d'irrigation. C'est ce qu'on appelle le socialisme colonial. Bon, c'est plutôt bien tout ça, non? Alors tout ça, ça a l'air très bien comme ça, mais l'Australie va devenir un des pays les plus consommateurs d'eau au monde et les grandes infrastructures vont créer beaucoup de problèmes. Par exemple, l'irrigation provoque une salinisation des terres, dégrade les sols et nuit à la biodiversité. T'as pas un exemple pour nous montrer tout ça? Eh bien c'est justement le conflit qui a eu lieu autour du barrage Franklin en Tasmanie. Dans les années 1820, on découvre sur cette île de l'or et des ressources minières. On y met en place de l'agriculture, de la sylviculture et de l'élevage. Et comme la ressource en eau abonde, le gouvernement de Tasmanie décide de construire des canaux et des barrages. C'est l'hydro-industrialisation. Parmi les projets, le projet Gordon Stage 1 prévoit de créer un lac de retenue qui ennoierait le lac Pedder, un lac glaciaire unique au monde. Du coup, se créent des comités de défense du lac ainsi que le United Tasmanian Group, parfois considéré comme le premier parti vert au monde. Le projet Gordon 2, lui, prévoit de construire un barrage sur le fleuve Gordon et la rivière Franklin et aboutit à une controverse importante. On réalise des chansons et des sorties en kayak pour célébrer le fleuve, et la Wilderness Society bloque les travaux de construction. En bref, on a un peu deux camps. D'un côté, ceux qui défendent le gouvernement aménagiste, et de l'autre, ceux qui défendent la wilderness, c'est-à-dire la nature sauvage. Et la conclusion de tout ça alors? Eh bien, pour décrire la gestion de l'eau en Australie, l'auteur parle du paradigme prométhéen. En gros, la croyance selon laquelle le bonheur dépend des progrès de la science et de la technique. Et il explique l'existence de ce paradigme en Australie par deux éléments.
la volonté des colons anglais de mettre en place une société pastorale dans un environnement qui n'était pas très adapté, et puis le besoin de développement économique après 1945. Maintenant qu'on va voir davantage de sécheresse, comment on va gérer l'eau ? Eh bien, justement, c'est compliqué et la gestion de l'eau pose plusieurs problèmes encore aujourd'hui. Problème 1, on dénonce les comportements individuels. Certains continuent de remplir leur piscine ou de laver leur voiture en pleine pénurie d'eau. Et ensuite, problème 2, les problèmes au niveau du secteur agricole qui vont avoir beaucoup de conséquences. La production agricole en Australie, elle représente seulement 3% du PIB australien, mais elle consomme les 2/3 de l'eau du pays. En partie car l'Australie a choisi des cultures qui nécessitent un recours massif à l'irrigation. Bon, j'aimerais bien voir un exemple là aussi. Lui, on n'a qu'à partir pour le bassin du Murray-Darling qui fait 2 fois la taille de l'Espagne. Il abrite 70% des terres irriguées et 40% de la production agricole de l'Australie. À cet endroit, l'eau est accaparée par un petit nombre d'acteurs. Comment ça ? En fait, l'État a mis en place un système d'allocation en eau. Mais ce système, il favorise l'agro-business. Certains agriculteurs gagnent plus à vendre leurs droits à l'eau aux compagnies minières qu'à cultiver eux-mêmes leurs terres. Et puis, certaines banques en profitent pour acheter de l'eau pour la revendre plus cher. Du coup, l'eau vient à manquer et ça a des conséquences dramatiques. En 2019, des milliers de poissons ont péri à cause des faibles niveaux d'eau et d'oxygène, la production agricole a diminué et des milliers d'emplois ont disparu, et comme le débit de l'eau est faible, l'eau s'acidifie et elle devient non potable. Certaines grandes villes ont même dû imposer des restrictions à la consommation, parfois en recourant à des inspecteurs de l'eau ou à des contrôles satellites. En bref, l'eau en Australie est inégalement répartie, mal gérée, et vous voyez que c'est à la fois une question d'identité, un problème social, politique et même un peu philosophique quand il s'agit de la conception de la nature. C'est un vrai enjeu dans un pays qui est l'un des lieux où la hausse des températures devrait être la plus marquée. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire l'article de Silvia Flaminio et jetez un coup d'œil à tous les liens que je vous ai mis en description. La question est passionnante pour comprendre beaucoup de choses qui se passent en ce moment et surtout, laissez-nous vos avis.